Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Dino. Salut. Et Théo. Salut. Nous sommes membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et nous allons évoquer ensemble l'actualité cinématographique de la semaine en commençant par les sorties. Et elles sont nombreuses, donc on a dû faire un choix, bien entendu. Mais on va commencer avec Fall Guy, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est un film d'action blockbuster incroyable. Un cascadeur qui s'en prend plein la tronche pendant près de 2 heures pour déjouer un complot et tenter de se rabibocher avec sa femme qui est la réalisatrice de ces films. Est-ce que ce joli blockbuster d'action vous tente à tous les deux ? Alors oui, complètement. Déjà parce que le réalisateur David Leitch, donc c'est lui qui a participé à la réalisation de John Wick, il a fait Deadpool 2, il a fait Bullet Train, donc déjà on peut se dire qu'au niveau de l'action et de la mise en scène, normalement ça tiendra la route. Il sait faire. Et puis le scénario dans lui-même, et en plus j'aime bien Ryan Gosling et j'adore Emily Blunt, donc moi je suis client, moi j'y vais. Toi aussi ? Oui, moi aussi, d'autant plus que justement le réalisateur, avant il travaillait surtout sur les cascades, donc c'est justement son domaine, a priori il devrait à peu près savoir ce qu'il fait. Puis surtout ça me fait plaisir de revoir Ryan Gosling dans un film d'action-comédie, un peu à la The Nice Guys, qui était sorti il y a 8 ans de Shane Black. Avec Russell Crowe. Incroyable duo, tandem, un peu à façon un peu actionneur 80s. Oui, good cop, bad cop. Complètement débridé. Et qui était vachement sympa, mais qui s'est pris un gros four en fait au box-office. Ouais. Et là, je pense que ça va peut-être lui donner envie de refaire des projets comme ça, parce que Ryan Gosling, il a vraiment un talent comique qui est assez inné, je trouve, et qui est vraiment sympa. On l'a vu l'année dernière avec Barbie aussi. Mais... Évidemment, mais oui, dans toutes ses apparitions, même aux Oscars avec Barbie, il a cette sympathie-là et on rigole bien avec lui, quoi. C'est l'un des principes de ce film aussi, où en fait on va beaucoup rire au milieu de tout ça, parce que le fait qu'il s'en prenne plein la tronche pendant 2 heures, ça donne des situations de gag. Mais comme tu dis, David Leitch, à ne pas confondre avec David Lynch. Non. Pas le même genre de film. Pas le même genre de film, complètement différent. C'était un cascadeur pendant près de 20 ans. Donc en fait, il connaît bien son métier. Et d'ailleurs, il y a des cascades incroyables dans celui-ci. Il y a une chute d'un hélicoptère. Il y a un saut en véhicule de 68 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, ça fait... un peu plus de 60 mètres. C'est ça. Il y a une séquence de course-poursuite aussi, et bien entendu, aussi une cascade de plusieurs tonneaux. Ouais. Et pour l'occasion, ils ont battu un record, tu l'as vu ? Ouais, j'avais vu la fois passée qu'ils avaient battu le record de tonneaux fait en voiture pour une cascade de cinéma. C'est ça. Et c'est assez impressionnant parce que on en a vu quand même des tonneaux au cinéma et des cascades en voiture, et là se dire que ça va encore battre ce record là, par contre j'ai plus le nom du film qu'il avait avant. C'est 8 tonneaux et demi contre 7 pour Casino Royale qu'il avait fait en 2006, avec cette fameuse scène où Daniel Craig tourne le volant en pleine nuit avec Vesper qui arrive à contresens et la voiture fait des tonneaux. C'était une scène déjà qui était assez incroyable. Là, cette scène-là se passera sur le sable. J'ai lu même aussi qu'ils avaient dû compresser le sable un nombre de fois incalculable pour que la route soit parfaitement clean et qu'il puisse accélérer jusqu'à 130 km/h. Donc il y a vraiment beaucoup de préparation sur les cascades, et on parle beaucoup de Mission Impossible 8, le 8 c'était le dernier, mais on parle beaucoup de tous ces sagas avec les cascades qui font venir le public en salle. Là, c'est l'occasion d'y aller et de payer sa place pour aller voir un grand film d'action. Et puis c'est intéressant aussi de célébrer les cascades faites encore en réel minimum. Il y a tout le temps un petit peu de CGI, mais il y a beaucoup de films qui prennent la facilité, parce que maintenant que les ordinateurs sont tellement puissants et les techniciens sont très bons, donc en fait c'est très facile de faire tout ce qu'on veut en CGI. C'est intéressant de voir des films comme Mad Max aussi Furiosa qui va sortir dans quelques semaines, qui prennent le temps et qui ont encore envie de faire du réel, et c'est très beau à voir au cinéma. Merci de teaser Mad Max, Furiosa en tout cas, la suite de Mad Max qu'on attend avec grande impatience. En tout cas, moi, j'attends avec impatience. Et, j'irai voir Fall Guy en IMAX. Je vous invite à faire la même chose si vous avez l'opportunité d'y aller. Et je me permets de rajouter quand même que c'est quand même l'adaptation d'une série des années 80, L'homme qui tombait à pic, qui pareil est donc une série sur un cascadeur qui se retrouvait au milieu de divers complots et qui, à travers ses talents de cascadeur, entre guillemets, devait arriver à régler la situation. Et il est pour moi évident que c'est forcément une série qui a dû inspirer notre cher David Leitch. Et donc, il y a une espèce de boucle qui est bouclée et qui me donne encore plus envie d'aller voir le film, parce que ça a l'air d'être encore plus personnel pour lui
que les précédents films qu'il a réalisés. Et référencé aussi. Et très référencé, bien sûr. Exactement, tout à fait. Donc c'est Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Autre sortie de cette semaine, Une affaire de principe avec Bully Lanners qui joue le rôle de José Bové, voilà. Alors ça peut surprendre, mais je vous rassure, ce n'est pas un biopic sur le célèbre militant syndicaliste paysan. Il s'agit plutôt d'une histoire de lobbying pro-tabac. Donc c'est une petite partie de sa vie. Ça se déroule sur quelques mois lorsqu'il est député au Parlement européen. Et c'est tiré de faits réels. Le film choisit bien son moment pour sortir, à quelques semaines des européennes. D'ailleurs, allez voter, inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de ce rôle un petit peu surprenant quand même pour Bully Lanners ? Ce rôle surprenant, je sais pas, moi en voyant la bande-annonce... Moi, ça m'a eu, dans le sens, il a l'air d'être bon dedans. J'y crois, à ce José Bové. J'aurais jamais pensé dire cette phrase, mais j'y crois, à ce José Bové. Et puis oui, non, l'affaire des lobbies de tabac qui était liée à John Daly, c'est quand même une affaire qui a fait du bruit en 2012 et qui n'est pas restée, qui n'a pas forcément eu la chute à laquelle on pouvait s'attendre. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur grand écran. Et oui, moi, Bully Lanners en José Bové... J'y vais. Dino, tu vas ? Moi, j'ai un petit peu plus de doutes dans le sens où j'ai un mauvais souvenir du film Goliath qui est sorti il y a quelques années. Ah oui. Ouais. Et j'espère que ce sera mieux, évidemment. Personnellement, j'avais pas tant aimé que ça. Mais ouais, je suis un peu sur ma réserve. C'est pour ça que j'ose pas être totalement partant encore. Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco, un trio d'avocats, de lobbyistes et de juges qui parlaient du lobby pharmaceutique. Ouais. Voilà, exactement. Donc oui, c'est un petit peu dans la même veine. C'est un film d'enquête où c'est un thriller de bureau en fait. Il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a pas de cascade ou autre. Ils n'ont pas les moyens de la police, mais ils ont des conférences de presse et des mails. Ouais, mais beaucoup moins de tonneaux par contre. Ils n'ont pas battu le record. non. Mais par contre, on peut noter qu'en second rôle, il y a Thomas VDB, qui est quand même un humoriste et un stand-upper, mais qui fait quand même beaucoup de slapstick et d'humour un peu plus, alors qu'on pourrait qualifier d'un peu plus régressif. Il a quand même un spectacle où il imite Daft Punk pendant 1 heure. Donc ah ouais, je savais pas ça. Voilà. Incroyable. Donc une merveille, il faut aller le voir. Okay. Mais donc le voir en tant que assistant, adjoint de José Bové à ce moment-là, c'est quand même un contre-emploi assez impressionnant. Et pourtant, Thomas VDB, il a déjà montré que c'est un bon acteur, donc ça me rend encore plus curieux. Et en plus, c'est réalisé par Antoine Rimbaud, qui avait fait donc Une intime conviction. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu plutôt du bien. Donc, moi, je serais plutôt positif. En plus, c'est quand même dans la veine du cinéma français, ce genre de film. Donc, normalement, si les étoiles s'alignent... ça devrait donner un bon film d'enquête procéduriale. Espérons-le. En tout cas, j'ai lu aussi que Bully Lanners avait accepté de jouer José Bové en passant un week-end avec lui chez José Bové dans le Larzac. Je les imagine tous les deux à boire des canons. Je pense que ils ont dû passer un week-end assez drôle, assez sympa. Voilà. Une affaire donc de principe. La semaine dernière, nous n'avions pas fait d'émission car je n'avais tout simplement pas de voix. Désolé. Et du coup, on a manqué de vous parler d'un film qui s'appelle Challengers avec Zendaya. Et Dino, tu voulais nous en dire un mot. Oui, c'est ça. En fait, donc déjà, premièrement, le film est encore en salle, forcément. Déjà, coupez tout et allez le voir. Premièrement, et après vous reprenez le podcast. Après avoir fini le podcast. Oui, bon, voilà. Mais c'est un film qui est hyper intéressant sur plusieurs aspects. Déjà, le réalisateur, c'est Luca... Désolé, c'est compliqué. Guadagnino. Qui est très connu notamment en Europe parce que réalisateur de base italien qui est parti aux États-Unis faire des films, notamment Call Me By Your Name et un autre film avec Mo Bones avec Timothée Chalamet au milieu, j'ai oublié le terme. Et donc maintenant Challengers, c'est un film qui est hyper intéressant. Donc tu l'as pas dit, mais c'est un film qui suit un triangle amoureux entre Zendaya et 2 tennisman, sachant que Zendaya est aussi dans le film promise à une grande carrière de tennis qui va pas se passer comme prévu. Si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez de quoi je parle. Et le film est hyper beau dans le sens où c'est un vrai film de cinéma où tout est en accord, dans le sens où à la fois les plans, le cadrage, la lumière, la musique, l'ambiance sonore, le mixage son, tout crée quelque chose de très signifiant qui dilue le temps. C'est le genre de film un petit peu comme certaines scènes de Nos amours imaginaires de Dolan.
qui en fait, personnellement, après avoir vu le film, il m'a fallu plusieurs heures avant de pouvoir en parler avec ma copine, parce qu'en fait on s'est dit, mais en fait on vient de voir un truc, c'était génial, mais c'est dur de voir les mots, et en fait c'est vrai, c'est cette expérience-là de cinéma qui est hyper agréable de temps en temps. C'est vraiment, le film te coupe de tout, et en fait tu vis quelque chose juste de profond, entre guillemets, et avec la salle de cinéma. C'est un film à voir au cinéma, je pense, parce qu'il a été fait pour, vraiment, et enfin le travail des acteurs et de tous les techniciens du film a été vraiment génial. Voilà, je sais pas si ça vous a donné envie. Écoute, moi ça m'a plutôt donné envie, parce que j'étais un peu réfractaire justement, alors que moi je suis tennisman, j'adore ça, et souvent les films de tennis, hormis Match Point de Woody Allen que j'estime beaucoup, mais souvent ces films de tennis sont un petit peu, je sais pas, il y a toujours ce truc justement du challenge, de la persévérance, du jeu solo. Le rapport avec le cinéma, j'ai toujours un peu de mal, et puis le trio amoureux, j'ai l'impression d'avoir vu un peu 100 fois ces choses-là, mais visiblement pas vraiment. Justement, d'autant c'est plus assez surprenant peut-être de ce côté-là. C'est ça, parce que souvent dans un triangle amoureux, c'est deux personnes qui se battent pour une personne donnée. Donc ça va que dans un sens. Là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le triangle amoureux est dans plusieurs sens. Dans plusieurs sens, c'est ça, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est que du coup, il y a donc les deux amis initialement qui convoitent la même personne, mais on voit qu'en fait eux-mêmes ont une relation qui est pas ambiguë, mais très spécifique et très forte entre eux. Et c'est ça qui donne en fait tout le charme à ce film. Et d'autant plus que tu parlais des scènes de tennis qui souvent étaient pas forcément à la hauteur ou quoi que ce soit. Ce film a les meilleures scènes de tennis que tu verras de ta vie, je pense. Personnellement, je suis pas ni un grand sportif ni un amateur de sport télévisuel. Ça m'a donné envie de regarder le Roland Garros. Tout simplement. C'est vrai que c'est bientôt en plus. Mais non, mais c'est en fait le truc, c'est que justement quand je disais c'est signifiant, c'est que le montage du film déjà il est non linéaire, un petit peu comme plein de films de Nolan, etc. Où en fait on va il y a plusieurs temporalités. D'accord. Et en fait tout se déroule du présent au passé. C'est ça. En fait ça se déroule pendant un match de tennis, sauf que les points qu'il y a dans le match de tennis répondent aux flashbacks et aux différents trucs qu'il y a. Donc en fait, il y a tout qui s'enchaîne d'une manière très cohérente en fait. Et c'est hyper satisfaisant à voir. Et ça donne un vrai sentiment je sais pas comment dire, d'abouti, de concret, de réel, quoi. De cohérence aussi. Écoute, Challengers, donc, qui est sorti la semaine dernière en salle au cinéma, que Dino vous recommande chaudement. Un autre film sorti ce mercredi 1er mai, c'est Un petit truc en plus avec Artus et Clovis Cornillac. Alors c'est la comédie de la semaine. Pour échapper à la police, donc Artus et son père Clovis Cornillac, qui sont en cavale, s'incrustent dans une colonie de jeunes adultes en situation de handicap, et c'est l'occasion de beaucoup de gags et de situations loufoques. Alors moi j'ai vu la bande-annonce, je suis un petit peu atterré, je sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas vu le film et je n'ai pas forcément envie de voir le film, parce que pour moi toute la question c'est de savoir, est-ce que ce film rit avec son public, son sujet, rit de son sujet, ou se moque de son sujet. J'ai plutôt la sensation en voyant la bande-annonce qu'il se moque de son sujet. Alors, je serais assez d'accord avec toi pour le coup. Artus, donc c'est aussi un comédien de stand-up, et ce personnage d'un adulte qui a une capacité mentale d'un enfant, c'est un personnage qu'il a beaucoup joué sur scène et qu'il a joué dans différents sketchs qui ont plus ou moins marché, mais surtout qui ont fait réagir. Donc je pense qu'il y a aussi un peu ce côté-là qui doit lui plaire au vu du style d'humour qu'il fait, c'est-à-dire de l'humour provoque. Donc faire réagir les gens, c'est un peu ce qu'il veut faire avec ses vannes. Par contre, là où je le rejoins tout à fait, c'est que on a quand même la sensation qu'il se moque d'eux plus qu'il rit avec. Ce qui fait que moi non plus, j'ai pas très très envie de voir le film, même si dans l'idée c'est une première réalisation pour lui, et moi j'ai une espèce de passion pour les premières réalisations des réalisateurs, des réalisatrices, parce que généralement c'est là où on donne tout ce qu'on a, quoi. Mais là, si c'est ça tout ce qu'il a, c'est un peu surtout quand on voit la bande-annonce, bon, sans rentrer dans des termes techniques un peu ennuyeux, mais il n'y a pas l'air d'avoir une image folle, il n'y a pas l'air d'avoir enfin il y a rien qui m'a frappé au-delà des vannes qui sont montrées. Donc on a l'impression que c'est un peu du jeu d'acteur filmé, et donc ça m'intéresse déjà un peu moins. Et si en plus c'est pour se moquer des personnes en situation de handicap qui sont déjà trop peu représentées au cinéma de manière
respectueuse, je suis pas très motivé à aller le voir non plus. Ouais, je suis assez d'accord dans le sens où Artus, il y a certains de ses sketchs que j'aime beaucoup, mais dans le type d'humour, parce qu'il était aussi avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, qu'il y avait plein d'émissions qui passaient. Mais typiquement, je préfère un humour de Jérémy Ferrari qui est plus tranchant, beaucoup plus rentre dedans. Oui, beaucoup plus rentre dedans. Mais du coup, en fait, il y a un type de pas d'offense qui en ressort, parce qu'en fait c'est tellement fort qu'on se dit c'est pas possible qu'il soit sincère. Une distance qui se crée avec le sujet, le fait d'être à fond dedans, ça crée une distance. Et alors que là j'ai un petit peu moins l'impression que c'est le cas dans ce film, et effectivement c'est dommage parce qu'en plus Artus, j'ai pas du tout vu tous ces films, mais c'est en tout cas un acteur qui peut bien jouer. Enfin moi je me rappelle, je l'avais vu l'année dernière dans Apache. Un film qui est de Romain Quiro, où il jouait une partition totalement à contre-emploi aussi, parce que c'était un membre de gang dans les années 1900 et ça marchait très bien. Donc je pense qu'il est vraiment capable de proposer autre chose, etc. Bon là il est revenu à son cœur de métier entre guillemets, les blagues sur certains sujets, mais non, personnellement c'est pas un film que je vais aller voir en tout cas, et je pense même que s'il passait à la télé et que j'avais rien à faire, je pense que je zapperais. Des chances. Bon, en tout cas, si vous allez le voir, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce film. Donc un petit truc en plus. Aussi, 2-3 mots sur les sorties de la semaine. Il y a une ressortie cette semaine. Ça fait 25 ans qu'est sorti Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, le reboot sequel de la prequel, pardon, voilà, merci, le terme est plus adapté, de la trilogie initiale. Bon, c'est peut-être un peu le film de notre enfance à nous, c'est comme ça qu'on a peut-être connu Star Wars. Moi, a posteriori quand même, je sauve que 2 scènes, la scène finale qui est assez incroyable de ce combat et la course de Pod Racer, exactement. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au cinéma et de se taper 1 heure de Palpatine qui discute commerce? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a José Bové? Non, c'est pas le Parlement européen, c'est le Parlement intergalactique. Là. C'est un cran au-dessus. Est-ce que vous aimez Star Wars? Moi je suis pas un grand fan de Star Wars, enfin un petit peu comme nous tous je pense. En grandissant j'ai un petit peu vu premièrement donc la seconde trilogie, donc chronologiquement c'est la première, et après en grandissant j'ai vu les premiers qui sont sortis en 70. Mais non, je suis jamais vraiment rentré dedans, mais il y a certains films que je sauve. Personnellement j'aime beaucoup le 3 et le 8, on en parlait sur le trajet avec Théo. Mais après aussi la première trilogie elle est très bien, mais c'est juste que en grandissant, sans grandir avec ça entre guillemets, c'est un peu plus facile de se prendre le contre-coup de c'est un peu vieilli, c'est différent, etc. Puis surtout vu que ça a lancé plein de films derrière, en fait on a l'habitude en fait de ces schémas, et donc en fait on a une sensation de déjà vu alors qu'on connaît pas forcément le film. C'est très, très spécial comme sensation. Alors, je suis d'accord avec toi sur le 8, je trouve que c'est un des bons Star Wars. Alors le 3, je me suis endormi plusieurs fois devant, et plusieurs fois au cinéma aussi. Alors ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, donc je sais plus, mais... j'ai un peu du mal avec ceux-ci. Mais toi Théo, du coup, Star Wars, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque que j'ai découvert il y a 1 an. Ah ouais. Donc je fais partie des mauvais élèves sur Star Wars. Quand j'étais très jeune, on m'avait forcé à en voir un, je ne sais même plus lequel. Et du coup, j'ai fait une espèce de... tout le monde le regardait en famille. Mécanique, mais avec Star Wars. Voilà. Tu sais pas d'où je viens. Non, et du coup, je les ai vraiment regardés l'année dernière. Je les ai regardés les 9 en 1 semaine, quoi. Waouh. Parce qu'il fallait que je les rattrape à un moment donné dans ma vie. Tu les as regardés dans quel ordre alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je les ai regardés dans l'ordre de sortie. Ok. Donc 4, 5, 6, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 7, 8, 9. Et 7, 8, 9, exactement. Et alors moi, Star Wars 1, je l'aime plutôt bien. J'ai conscience de tous les défauts qu'il a. Mais c'est vrai que je l'aime plutôt bien parce que, je sais pas, il dégage un truc un peu innocent. En fait, je pense que j'aime bien le personnage de Anakin enfant, même si, je pense que maintenant l'acteur a compris qu'il avait pas forcément la meilleure partition de sa vie dans ce rôle, parce qu'il a pris très très cher à cause de ça, et c'est très dommage. Mais j'aime bien cette espèce de naïveté qui se dégage, de découverte d'une nouvelle planète, comment Liam Neeson, ma foi, il fait le travail pendant le film. Moi, je serais plutôt tendance à inviter les gens à aller le voir, à le redécouvrir, et peut-être ça va donner envie de revoir la prélogie, même si c'est la plus faible des 3 trilogies. Je suis parfaiement conscient, je suis un peu comme toi Kevin. Pour le 3, ce que je disais, Anakin avec des lentilles qui font des flammes, j'ai du mal à y croire. Mais le premier, pour le coup, le 2 n'en parlons pas, mais le premier, pour le coup, moi je l'aime plutôt bien. Je pense que c'est celui que je sauve de la prélogie.
Bien, donc Star Wars épisode 1 qui ressort au cinéma cette semaine. Puis je voulais terminer rapidement avant que tu embrayes sur un petit quiz, parce que cette semaine, c'est pas moi qui m'en charge, c'est toi, Dino. Mais sur les sorties de la semaine, il y a un film espagnol, vraiment en bref, qui s'appelle Borderline. C'est un jeune couple qui quitte Barcelone pour démarrer une nouvelle vie à New York, et il se retrouve coincé à la police des frontières qui les soumet à un interrogatoire. Le film dure 1h15, quasiment filmé en temps réel. Ça semble un film étouffant où tout ce qui n'est toute la vérité n'est pas forcément bonne à dire, et la suspicion aujourd'hui que les États-Unis ont envers les étrangers qui arrivent sur leur sol. Voilà, donc ça s'appelle Borderline. C'est un petit film espagnol que j'ai très très envie de découvrir. Okay. Dino, alors ce petit quiz, tu nous as préparé un jeu un petit peu particulier. C'est ça. Alors expliquer, ça va être compliqué. Globalement, j'ai pris 2 titres de films qui se joignent avec un mot commun. Admettons Batman le défi et le défi, je sais pas. Vous n'avez pas d'exemple en tête. J'avais pas d'exemple. Bon, voilà. Si, le défi avec Bourdon et. Ah, bah oui, voilà, Batman le défi. Et oui, ça marche aussi. Et en fait, j'ai écrit des faux synopsis ou explications de films qui joignent les 2 films. Et votre but, c'est de trouver le jeu de mots complet. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà, j'en ai écrit quelques-uns. Si les gens n'ont pas compris, ils vont comprendre. Ouais, voilà, c'est le premier exemple. Vas-y. Alors, dans cette suite du film culte de Ridley Scott, Marty monte dans sa DeLorean auprès du Doc Brown et d'Hélène Ripley afin de sauver le continuum espace-temps d'une espèce extraterrestre bien trop Alien, le retour vers le futur. Exactement. Oh, bien joué, bien joué. Voilà, un point pour toi. Putain, j'étais sur Prometheus, moi. Là, normalement, vous avez compris le principe. Alors, dans ce film où le montage est en parfaite harmonie avec la bande-son, notre héroïne hésite entre devenir championne de boxe malgré les risques pour sa santé. $1 million Baby Driver. Ouais. Wow, joli. Bien joué. Je finis juste vite fait. Malgré les risques pour sa santé et conduire des voitures lors de braquages de banque, son mentor refusant de la pousser à bout sur le ring pour une simple poignée de $, vu que c'est Clint Eastwood. Bravo. Ah, wow. Alors, donc un point chacun. Waouh, il est fort. Très fort. T'as vu la plume? Armé de sa baguette magique et vêtu de son chapeau de cow-boy, notre jeune sorcier revient pour une seconde année d'études en pleine campagne. Après avoir vaincu le basilic... Inspecteur Harry Potter? Non. Ah non. Harry Potter, mais là, j'arrive pas à le titre français de Brokeback Mountain. Ah, je l'ai pas celui-là. Oh. Non. Oui, c'est un truc à Brokeback, mais je sais pas. Alors, retour à Brokeback Mountain. Non, alors c'est Harry Potter et la chambre des secrets de Brokeback Mountain. Oh waouh. Ok, il fallait le trouver celui-là. Ouais. Alors, lui, peut-être qu'il est plus facile. Après avoir été envoyé sur Terre car sa planète allait exploser, ce réalisateur nous montre dans ce film autobiographique comment sa passion du Super 8 est proportionnelle à sa force herculéenne. Ses 2 seuls points faibles étant la kryptonite et l'absence de son père qu'il traitera dans toute sa filmographie. Super Fableman. Ouais. The Fable Superman. The Fable Superman. Le dernier film de Superman, il s'appelle comment? Superman. Superman Man of Steel. Ah, Man of Steel, ouais, tu l'as. Donc le jeu de mots, c'est... The Fableman of Steel. The Fableman of Steel, ok. Voilà. J'avais encore Superman au début, je savais pas quoi en faire, ok. Alors, pour toi. Fableman of Steel, c'est gentil. Alors, je sais plus combien il en reste. Un dernier. Alors, dans un monde où plus aucune naissance n'est arrivée depuis des années, l'agent K est recruté pour mener une femme enceinte sur une autre planète. Dans ce film magnifique, où le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme, enfin ça, et un énorme cafard géant aussi. Children of Men in Black. Ouais. Bien joué. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, vous en referez peut-être un jour. Exact. Bah, écoute, merci Dino, c'était super sympa. J'espère que vous avez compris ce jeu. Si vous ne l'avez pas compris, dites-le nous. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cinestar. À bientôt. À bientôt. Merci. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.